Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo top de 2021. Une vidéo qui présentera un résumé des résultats de ces 6 dernières semaines, donc de début mars jusqu'au 11 avril. On partira donc de la mini-saison européenne indoor en passant par les tournois au Proche-Orient pour finir sur le continent américain. Je commence avec le top 3 ATP. Et à la première place, c'est bien entendu Zizou Bergs que l'on retrouve. Le Limbourgeois a crevé l'écran en ce mois de mars en remportant ses 2 premiers titres en Challenger. Après ses exploits à Anvers en octobre, on avait dit que Zizou n'allait pas tout d'un coup tout gagner en futur, qu'il se nourrissait de l'ambiance des grosses épreuves pour parfaire son jeu à haut risque. Il en avait bien remporté un en novembre à Bratislava, mais pour le reste, sa moisson était assez faible, avec une seule demi-finale en 6 tournois et des éliminations sans gloire au premier tour de 2 tournois égyptiens en février. Mais dès son retour à un plus haut niveau, Zizou a retrouvé ce tennis offensif qui est sa marque de fabrique. Engagé en qualification d'un CH50 à Saint-Pétersbourg, il a remporté ses 2 matchs en surclassement, avant de se frayer un chemin dans le tableau final assez facilement aussi, face à des adversaires pourtant largement mieux classés que lui. Lors d'une finale plus accrochée face au Turc Selik Belek, il ne laisse pas passer sa chance et s'impose 6-4 au 3e set. Ce parcours lui permet d'être exempté des qualifications la semaine suivante, toujours dans la cité des Tsars, et il gagne encore un tour dans le tableau final, avant d'être sans doute un peu victime d'un petit coup de barre physique bien logique. 2 semaines plus tard, on le retrouve à Lille, où il obtient un accès au tableau de qualif à la dernière minute, suite au forfait de Lucas Pouille. Encore une fois, il en sort facilement, avant de dominer au premier tour du grand tableau l'ancien top 50 Marc Terrer. Son parcours ensuite est nettement plus accroché, dans un tableau, il est vrai, largement plus relevé qu'en Russie, mais il démontre qu'en plus d'un jeu spectaculaire, il est aussi doté d'une grande force de caractère. Il remonte un handicap d'un set en demi, puis en finale, contre la première tête de série, le français Barrère, contre lequel il s'impose au tie-break final. Ces 2 succès inattendus permettent à Zizou un bond important au classement, j'en reparlerai dans quelques instants, ainsi qu'une réévaluation de ses objectifs à court terme. Le deuxième joueur de la sélection est Kimur Kopejans, qui aligne des résultats plutôt intéressants depuis le début de la saison. Déjà en vue en janvier, où il avait réussi à rejoindre le tableau final de l'Open d'Australie, l'Ostlandais s'est hissé en finale du Challenger de Gran Canaria. C'est une très belle performance pour lui, qui n'avait plus atteint ce stade depuis l'été 2019. Son parcours a été assez chahuté. Après une victoire en 2 sets très serrée au premier tour, il a tout de même besoin de 3 manches pour venir à bout du Canadien Diez et de l'Argentin Trungeliti. C'est donc probablement un peu à bout de force qu'il a abordé la finale, où il n'a pas vraiment pu exister. Par la suite, Kimmer a disputé 2 autres challengers, un à Santiago 2 semaines plus tard, puis un autre à Split début avril. Ce parcours de globetrotter ne lui a pas vraiment réussi puisque, malgré une place de 7e tête de série, il est chaque fois arrêté au 2e tour. En Croatie, il se permet tout de même de battre l'ancien top 20 australien Bernard Tomic, mais celui-ci n'est plus du tout le joueur qu'il était il y a 5 ans. Il faudra pourtant que Kimmer enchaîne des bons parcours comme à Gran Canaria s'il veut revenir dans le top 100 et participer au circuit principal. Notre 3e joueur est David Goffin, mais il faut bien dire qu'il doit cette place au manque de concurrence. Ruben Bemelmans, devenu papa pour la première fois, observe une pause pour mieux pouponner, et les seuls autres Belges qui ont joué à ce niveau-là sont en fait plutôt des joueurs de futur qui ont tenté leur chance, mais sans succès, dans les qualifications de certains tournois Challenger. David, qu'on croyait relancer après son succès à Marseille, n'a lui remporté que 2 matchs, un à Rotterdam et l'autre à Doha. En 4 tournois, c'est vraiment très pauvre pour un joueur de cette qualité. Il a surtout connu une grosse déconvenue à Miami, où il a perdu d'entrée contre l'Australien Duckworth, qui n'était pas dans le top 100. La dernière victoire du Liégeois face à un top 30 remonte à l'US Open, et le plus inquiétant est l'attitude de David, qui semble très mal vivre la situation sanitaire. Il traverse clairement une grosse crise de confiance, et cette confiance est très importante dans son jeu de métronome des cours. Au classement, c'est évidemment Zizou Bergs qui est le grand vainqueur. 9e belge il y a 6 semaines, il se retrouve en 4e position aujourd'hui. Surtout, en 2 tournois à peine, il atteint presque son objectif de fin de saison, qui était la 250e place mondiale. Il peut donc maintenant vraiment revoir cet objectif à la hausse. Kimmer Kopejans gagne quelques places aussi. Pour le reste, il y a peu de changements. David Goffin continue à se maintenir dans le top 20 grâce au gel actuel du classement. Chez les filles aussi, il y a une joueuse qui est largement au-dessus du lot, c'est Elise Mertens. Et ce n'est pas une surprise puisqu'elle est de très loin notre meilleure joueuse depuis au moins 3 ans. Après sa très belle tournée australe, la Limbourgeoise s'est rendue à Dubaï, où elle a poursuivi sur sa lancée et atteint les demi-finales du tout premier tournoi de catégorie WTA 1000. Sur sa route, elle a une nouvelle fois dominé son ancienne bête noire, Caroline Garcia, puis Jessica Pegula, l'américaine très en forme depuis le début de l'été. C'est finalement Garbiñe Muguruza qui mettra fin à son parcours dans le dernier carré.
Suite à cette très bonne performance, Elise renonce à prendre part au tournoi de Doha et se rend directement à Miami. Elle y réalise un autre bon parcours en venant à bout notamment d'Annette Kontaveit. Malheureusement, le tirage au sort l'a placée dans le même tableau que Naomi Osaka, qui la domine dès les huitièmes de finale par un double 6-3. Elle termine sa tournée américaine par une défaite plus surprenante d'entrée lors du WTA 500 de Charleston. Si on veut faire la fine bouche sur l'analyse de ce très bon début de saison d'Elise, on peut pointer ce forfait à Doha, qui est tout de même déjà le troisième en moins de 3 mois. Il faut peut-être qu'Elise remette à plat sa façon d'aborder le calendrier, surtout si elle veut continuer à disputer simple et double au plus haut niveau. On peut en effet vraiment se demander ce qu'elle avait à gagner à aller à Charleston par exemple. Mais bon, hormis ce petit point, il faut surtout savourer ses performances à une époque où les résultats des Belges au plus haut niveau ne sont pas légion. Les résultats de la deuxième joueuse de notre top 3, Grete Minen, sont en effet nettement inférieurs. À son retour d'Australie, elle se hissait en quart de finale à Lyon en battant la huitième tête de série, la néerlandaise russe. C'est un très bon résultat pour Grete qui n'atteignait ce stade que pour la troisième fois dans sa carrière, la première depuis presque 2 ans. Mais la suite du mois fut plus compliquée pour la campinoise. Elle prend tout de même un set à Sara Sorribes-Tormo, une joueuse très en forme, au premier tour du tournoi de Guadalajara. Elle renonce ensuite à s'aligner à Monterrey où elle ne jouera que le double. Et à Miami, tête de série numéro 16 des qualifications, elle est surprise à une marche du tableau final par une joueuse classée au-delà du top 200. De retour après sa tournée australienne perturbée par sa blessure au pied, Kirsten Flipkens fait halte à Saint-Pétersbourg où elle est largement dominée d'entrée. Elle s'envole ensuite pour Miami où, comme Grete, elle est battue au dernier tour des qualifs. Elle est toutefois repêchée directement pour le deuxième tour du tableau final, mais s'y incline également, en 3-7 tout de même contre Jelena Ostapenko. Au classement WTA, Elise Mertens reprend encore une place. Si le gel du classement profite beaucoup à David Goffin, Elise est vraiment pénalisée. En effet, si on ne prenait que les points de ces 12 derniers mois, elle serait actuellement à la 5e place mondiale. Peu de changements derrière, si ce n'est la glissade attendue de Janina Hükmeyer. Pour ce deuxième top 3 de la saison, c'est à nouveau Gauthier Onclin qui arrive en tête de notre podium futur. Après avoir obtenu plusieurs bons résultats à Monastir en février, le Liégeois est resté en Tunisie pour éviter de devoir multiplier les changements de bulles. Un choix gagnant puisque, mi-mars, il remportait un nouveau titre dans la cité balnéaire. Il s'agit du deuxième titre de Gauthier cette année, le troisième en tout. Il confirme ainsi qu'il est, à ce niveau, probablement notre meilleur espoir actuel. Après, il lui manque tout de même encore la constance. Lors des 2 tournois suivants, il a perdu d'abord au premier, puis au deuxième tour. Donc on voit que c'est un joueur qui est encore en développement, mais il faut surtout retenir les victoires et son formidable potentiel. Un autre joli potentiel en devenir est celui de Raphaël Collignon. Également liégeois, mais 11 mois plus jeune que Gauthier, Raphaël a affronté son compagnon d'entraînement à l'AFT en finale à Monastir. C'était une première pour lui, la 6e pour Gauthier, donc l'expérience a rendu la rencontre assez déséquilibrée. Mais la progression de Raphaël est très intéressante aussi, lui qui avait seulement disputé son premier quart de finale en futur 6 semaines plus tôt. Bon, il faut dire que, en dehors de ces 2 joueurs, les résultats de nos autres garçons ont été assez catastrophiques. Pas un seul n'a atteint le moindre quart de finale. Dans ces conditions, Simon Baupin a limité la casse. Il est sorti 2 fois des qualifs dans des futurs espagnols à la Nochia, et c'est une belle progression pour lui qui s'était arrêté 3 fois au dernier tour en janvier. La deuxième semaine pour un tournoi qui était en plus à 25 000 $, il a en outre dominé l'expérimenté suédois Marcus Ericsson, 342e mondial, ce qui est la deuxième plus belle performance de la carrière de Simon. On l'a dit, les résultats belges en futur ont donc été très maigres sur ces 6 semaines. 3 jeunes joueurs de 20 ans peuvent toutefois être satisfaits de leur parcours. C'est le cas par exemple de Bouvaisar Gadamori, présent 5 semaines consécutives à Monastir. Il a réussi 2 fois à sortir des qualifications, dont une fois en tant que lucky loser, et il n'a en tout cas pas laissé passer sa chance, puisque les 2 fois il a franchi le premier tour dans le tableau final. Thibaut Colson fut l'un de nos meilleurs juniors jusqu'en 2017, mais n'a quasiment pas pu jouer depuis en raison de plusieurs graves blessures. Le voir enfin disputer le circuit futur est déjà une victoire pour lui, mais en plus il a réussi à sortir des qualifs pour la première fois à Monastir la semaine passée. Donc c'est une très belle victoire pour lui. Enfin, Olivier Roras est lui aussi sorti des qualifs d'une des épreuves tunisiennes et a remporté en tout 5 matchs en 3 tournois, signant donc un assez bon début de saison. Malgré son titre, Gauthier Onclin ne grimpe que d'une trentaine de places au classement ATP. Le vrai gagnant du mois au classement est Raphaël Collignon, qui réalise un grand bond et se rapproche du top 1000. Bouvaisar Gadamori grimpe aussi de 160 places. Deuxième de notre top 3 de l'hiver, Magali Kempen grimpe sur la plus haute marche en ce début de printemps,
avec un parcours assez similaire à celui qu'elle a connu en début d'année. Après un premier passage peu convaincant en indoor, elle se rend sur les bords de la Méditerranée où ses résultats sont bien meilleurs. La Campinoise délaisse pour une fois Sharm el-Sheikh où elle a ses habitudes pour, elle aussi, se rendre à Monastir. Et ses résultats y sont plutôt bons. La première semaine, elle se hisse facilement en demi-finale et remporte même facilement le premier set avant d'un peu craquer. Son parcours la semaine suivante est plus accroché. Par 3 fois, elle ne s'impose qu'au troisième set, mais cette fois, elle va jusqu'en finale où, probablement un peu fatiguée, elle est battue en 2 manches. Plutôt en vue en janvier et en février, sans pour autant monter sur notre podium, Elisa Van Langendonk progresse encore et atteint la deuxième place. C'est elle aussi à Monastir qu'elle a posé ses bagages, mais malgré sa place dans le top 800, elle fut contrainte à passer par les qualifications. Hormis la première semaine, elle en sort à chaque fois et se hisse ensuite à 2 reprises en quart de finale. Depuis le début de l'année, Elisa en est à 21 victoires pour 9 défaites, ce qui est le meilleur ratio à ce niveau et est très bon pour la confiance, même si ça ne se traduit pas encore vraiment au classement. Il n'y a pas eu non plus énormément de résultats belges sur le circuit ITF féminin, mais Clara Vlaselaar a elle aussi atteint un quart de finale, c'était à Monastir bien entendu, lors de la première semaine du mois de mars. Sortie des qualifications, elle bat la troisième tête de série et remporte même le premier set de son quart avant de craquer. La suite de sa tournée est moins bonne, même si elle parvient encore à se qualifier une fois pour un tableau final. Il n'y a par contre pas de jeunes joueuses qui se sont illustrées. Toutes ont été battues en qualification des tournois auxquels elles ont participé. Il faut tout de même dire un mot sur Chelsea Van Hout, qui est de retour, elle qui n'avait pas pu disputer le moindre match officiel en 15 mois suite à une blessure au talon. Présente à Monastir pour 5 épreuves, elle n'est jamais parvenue à se hisser dans un tableau final, mais a tout de même remporté 5 rencontres, et c'est déjà une belle récompense après tous ces mois de galère. Peu de bons résultats ITF, donc peu de mouvements au classement pour les filles. Elisa Van Langendonk et Clara Vlaselaar grimpent tout de même un petit peu. On avait pris l'habitude de connaître des résultats exceptionnels en double, pas plus tard que lors de la dernière tournée australienne, avec le deuxième titre en Grand Chelem d'Elise Mertens, mais en ce début de printemps, on est vraiment retombé sur terre avec des résultats faméliques. Notre père vedette, Gilles Wiegen, perturbé il est vrai par une blessure de Sander, a accumulé 3 défaites au premier tour, et même Elise Mertens n'a pas remporté de match lors des 2 tournois qu'elle a disputés. C'est donc Lara Salden qui monte sur la plus haute marche du podium, grâce aux plus gros titres remportés durant cette période, un 25 000 $ à Manacor. Lara est pourtant elle aussi perturbée par une blessure aux abdominaux. Elle avait dû abandonner lors d'un tournoi allemand mi-février et faisait son retour en Espagne début mars. Éliminée d'entrée en simple, elle a donc réussi à s'imposer en double avant un réveil de la blessure qui la laisse sur le carreau pour une plus longue durée. Jeroen Van Est est lui aussi en convalescence. Gravement blessé durant l'automne 2019, il a connu une année complètement blanche avant de connaître un retour compliqué en ce début d'année. En simple, il a en effet disputé 7 tournois et n'a remporté qu'un seul match. Mais ça va mieux en double puisqu'il avait déjà atteint une finale en janvier avant d'aligner demi, finale et victoire en mars. Ce titre, qui est tout de même son 24e titre futur en double, va, on l'espère, lancer sa saison. Il y a tout de même eu un bon résultat en double à un niveau supérieur, c'est la finale au Challenger de Lille atteinte par Michael Geertz. Avec son partenaire français Dan Hadid, il a bénéficié d'un petit coup de pouce tout de même avec le forfait de ses 2 premiers adversaires. Mais ils ont tout de même vaincu en demi la première tête de série du tableau. Michael, qui avait jusqu'ici remporté 11 titres futurs en double, n'avait jamais dépassé les quarts de finale en Challenger. Il y a eu 2 autres titres au niveau ITF. Tout d'abord celui d'Elisa Van Langendonk, le 5e de sa carrière, à Monastir bien sûr. Enfin, Magali Kempen a fait équipe avec Chelsea Van Hout pour s'imposer toujours en Tunisie. Il s'agit du 14e titre en double pour Magali, du 5e pour Chelsea, qui confirmait là son joli retour. Au classement de double, vous pouvez voir que les mauvais résultats d'Elise Mertens se payent cash puisqu'elle chute de la 2e à la 5e place mondiale. Mais bon, l'annonce de sa prochaine collaboration avec Su Weijie, actuellement première mondiale, est vraiment une très bonne nouvelle en ce sens et on espère qu'elle va retrouver de meilleurs résultats durant le printemps. Pour le reste, c'est Michael Geertz qui fait la belle opération avec un bond de 60 places. Jeroen Van Est grimpe de 50 positions et Lara Salden de 30. Vainqueur de son premier titre junior en février lors d'un grade 5 à Antalya, Alexander Blocks a franchi un cap en ses débuts de printemps en disputant des tournois plus relevés. Mi-mars, il a d'abord pris part à 2 grades 2 en République dominicaine et s'est hissé en quart de finale du second. De retour en Turquie début avril pour un grade 3 à Istanbul, il est sorti des qualifications avant de se hisser en finale suite à 4 victoires contre des top 200. Classé parmi les meilleurs joueurs européens des moins de 14 ans il y a 2 saisons,
Alexander a ensuite connu quelques difficultés à s'adapter au niveau supérieur, mais il semble maintenant bien lancé. Âgé de 17 ans, Tiluit Di Girolami dispute sa dernière année chez les juniors. Elle est donc à la chasse aux points qui lui manque pour pouvoir participer au Grand Chelem, pour autant qu'il soit disputé. Elle a fait une plutôt bonne opération en alignant un quart au grade 2 de Saint-Domingue et une demi au grade 3 d'Istanbul, et surtout un titre en double dans ce dernier tournoi. Bon, il lui faudra tout de même encore une grosse perf dans le mois qui vient si elle veut aller à Roland-Garros, mais pour Wimbledon, voire l'US Open, ça semble à sa portée. Amélie Van Impe, sa partenaire lors du titre Stambouliote, est un peu moins bien classée encore, mais elle a un an de moins et aura donc encore sa chance en 2022. Ce succès en double est aussi une bonne opération pour elle, tout comme son quart en simple et ses 2/8 lors des 2 épreuves dominicaines. D'autres joueurs se sont illustrés lors de tournois un peu moins relevés. Alessio Basile, déjà vainqueur de son premier titre lors d'un grade 5 à Islamabad en février, s'est cette fois imposé dans un grade 4 au Caire, confirmant ainsi ses progrès. Entre-temps, il a disputé une tournée très relevée en Espagne, dont il est revenu bredouille, mais se frotter à des joueurs de ce calibre lui a certainement été bénéfique. Sébastien Kawapé poursuit sa découverte du circuit junior. Lors d'une tournée en Inde, il a atteint les quarts d'un grade 4 et les demi d'un grade 5. Il a en outre atteint une finale en double dans un grade 5 avec Nio van Dijk. Le parcours de Flo Elsen dans les mêmes tournois a été assez similaire, avec une demi et un quart dans des grades 5 en simple. En double, avec Myrthe Moons, elle a remporté son 3e titre junior et a disputé une autre finale. Au classement junior, les mouvements les plus intéressants sont chez les garçons. Si nos 3 meilleurs perdent un peu, Alexander Blocks et Alessio Basile font vraiment de très belles opérations. Avec leur bon, ils vont maintenant pouvoir participer directement au grade 3 et 2, et même peut-être certains grades 1 pour Alexander. Plus loin, on peut également observer quelques très belles progressions, surtout pour Sébastien Kawap. Voilà, je ne fais pas de podium wheelchair ce mois-ci, les résultats étant trop peu nombreux, avec une grande partie du circuit simplement annulée. Joachim Gérard a juste atteint une demi au ITF 1 de Rotterdam, et Jeff Van Dorp 2 quarts à Rotterdam et au ITF 2 de Loughborough. J'espère qu'ils pourront plus jouer durant le reste du printemps, et surtout que Mike Denayer, Ivan Kint et les autres pourront démarrer leur saison. Idem pour le Belgian Circuit, mais il semble de plus en plus vraisemblable que celui-ci ne démarrera pas avant le mois de juillet comme l'an dernier. Quant à moi, je vous retrouve pour une 3e vidéo à la fin de la saison sur terre battue, donc dans environ 8 semaines, avec en point d'orgue bien sûr les tournois de Madrid, de Rome et de Roland-Garros. On espère surtout que le nombre de challengers et ITF va enfin décoller, afin d'offrir plus d'opportunités à nos joueurs moins bien classés, pour qui c'est vraiment très dur actuellement. À dans 2 mois donc, salut!